Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, le point sur l'affaire de l'école de Plobanalec-Lesconil qui prend une tournure politique inattendue. On fera le point avec vous, Camille Pochet, bonjour. Bonjour. Également dans l'actualité, l'affaire du vaccin Gardasil qui protège contre le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus. 34 des plaignantes qui avaient ressenti des effets secondaires après la prise du vaccin ont vu leur plainte classée sans suite ce mercredi. Parmi elles, Nadège Godefroy de l'Andivisio. Bonjour Nadège. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi vous vous battez contre ce médicament. Et puis nous ferons un tour dans les Côtes-d'Armor à la rencontre d'un producteur de riz. Nous ferons le point sur l'actu des réseaux sociaux avec vous, Benjamin Bréon. Bonjour. Bonjour Pauline. Quoi de neuf au programme Bon, écoutez, comme exceptionnellement il pleut, je vais vous parler de beau temps. C'est bien, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web. Et enfin, notre invitée du jour qui nous parlera de son nouveau film. Ça s'appelle Oh My. Elle a rassemblé les témoignages de ceux qui ont travaillé toute leur vie aux ateliers des Capucins à Brest. Marie-Elia, bonjour. Bonjour. Le plateau des Capucins qui a d'ailleurs beaucoup inspiré notre chroniqueur Sébastien Chambre que nous retrouvons en fin d'émission avec sa brève de chambre. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 5 novembre. Et Camille, vous étiez aujourd'hui à Plobanalec-Lesconil où le possible transfert de l'école publique du bourg de Lesconil au bourg de Plobanalec fait de grosses vagues. Oui, Pauline, l'école pourrait être implantée à Plobanalec alors qu'elle est actuellement à Lesconil et à cause de cela, la mairie de Plobanalec-Lesconil se trouve prise dans une tornade politique. 10 élus démissionnaires en 3 jours le week-end dernier, 5 élus de la majorité dont le premier adjoint Bruno Julien et 5 conseillers de l'opposition. Le maire Frédéric Leloc a maintenant jusqu'à fin novembre pour convaincre 2 élus inscrits sur les listes municipales de rejoindre le conseil. Sinon, de nouvelles élections auront lieu. Et on va écouter votre interview du maire. Nous sommes confrontés à 10 démissions. Qui nous oblige à compléter notre conseil municipal. Nous agissons pour éviter ce scénario du pire, car il n'y aurait rien de pire que de nouvelles élections pour notre commune, dans la mesure où de nombreux projets sont en cours d'instruction, en cours d'obtention de financement, que de nouvelles élections. Rien de pire également pour notre territoire. L'un des dossiers qui a donné lieu à cette situation de crise est un projet de transfert de l'école publique, qui engage l'avenir de la commune, qui répondait au souhait de la municipalité d'investir pour les jeunes enfants de la commune. Ce projet a fait l'objet d'une délibération le 2 octobre dernier. Cette délibération a été approuvée par une majorité du conseil municipal lors d'un vote à bulletin secret. Ce qui se produit aujourd'hui par des gens qui n'ont pas voté cette délibération est un véritable déni de démocratie. Alors concrètement, Camille, les élus sur les listes municipales sont-ils susceptibles d'accepter ? Alors le maire doit convaincre 2 personnes de venir siéger au conseil. Une élue de la liste majoritaire aurait selon lui déjà accepté. C'est Danielle Lénorette qui est la 22e sur la liste. Les candidats pourtant ne sont pas nombreux. Il en reste 1 sur la liste majoritaire et 16 sur la liste de l'opposition. Alors justement, à ce propos, on va écouter Mélanie Alain, elle est porte-parole de l'opposition, qui a elle-même démissionné ce vendredi au conseil municipal. Il n'y a aucune consigne concernant nos colistiers. Il faut juste savoir que nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avant nos démissions, juste pour informer déjà de ce qui se passait au sein de la municipalité. Est-ce que vous savez s'il y en a qui seraient susceptibles de dire oui ? Au vu des conversations que j'ai pu avoir, je ne pense pas. Pour la suite, je pense que les listes, donc je parle de quelles que soient les listes, quelles que soient les personnes, les têtes de liste, je pense que ces personnes-là devront penser au bien de la commune. Effectivement, retravailler le sujet de l'école Fleming est indispensable, concerter les habitants, concerter les élus, réaliser un groupe de travail pour le devenir de l'école publique de Plobanalec-Lesconil va être indispensable. Alors pour l'école, quelle est la situation actuellement ? Alors justement, du côté de l'école Fleming, la situation est gelée, c'est le statu quo, déclare le maire. Le collectif qui est à l'origine du mouvement contre le transfert de l'école continue son action. Il compte bien obtenir l'annulation de la décision prise par le conseil municipal en date du 2 octobre dernier de changer l'école de place, quitte pour cela à aller en justice. On les écoute, le collectif Fleming.
On est satisfait de ce moratoire. Pour autant, on ne s'arrête pas là. Il y avait une décision qui avait été prise par le collectif de saisir le tribunal administratif pour faire annuler cette décision de transfert. On continue dans ce sens-là. On n'a que jusqu'au 2 décembre pour déposer ce recours. Donc on y va. On a rendez-vous lundi chez un avocat à Rennes. On demandait depuis le début une concertation. Depuis que le collectif a été créé début septembre, on n'a pas été reçu encore. Donc voilà, on ne voulait vraiment pas que ça en arrive là, mais nous, on continue notre action pour le maintien de l'école publique à l'Esconil. Et alors Camille, si de nouvelles élections municipales se tiennent, est-ce que le collectif Fleming va s'engager sur la voie politique? Alors ils assurent qu'ils ne constitueront pas de liste, même si certains de ses membres pourraient s'engager politiquement à titre personnel. Ils insistent bien là-dessus. Le sort de l'école publique a donc déclenché une tempête politique au sein d'une commune bicéphale. Les vieilles tensions entre Plobannalec et l'Esconil sont ravivées. Le préfet a donné au maire jusqu'à fin novembre pour retrouver des élus siégeant au conseil. Si d'ici là, aucune solution n'est trouvée, des élections auront lieu dans les 3 mois à venir. Et si l'opposition l'emporte, la communauté de communes du pays Bigoudin Sud pourrait même changer de bord politique. Bon, vous nous tiendrez au courant de l'avancée de l'affaire. Merci en tous les cas Camille pour cet éclairage. Nadège Godefroy, vous avez été vaccinée en 2007 avec du Gardasil. C'est un vaccin préventif contre le papillomavirus. Le papillomavirus est une maladie sexuellement transmissible qui est responsable de 80% des cancers du col de l'utérus. Alors vous faites partie de la cinquantaine de jeunes femmes qui ont porté plainte contre ce vaccin après avoir ressenti des effets secondaires. Les plaintes ont été classées sans suite ce mercredi par le parquet de Paris. Nadège, quels ont été ces effets secondaires ressentis après le vaccin? Alors du coup, déjà, en fait, les effets secondaires ont été vraiment, ont vraiment suivi le vaccin. Donc c'est quasiment sûr et certain que c'est à cause du vaccin. Donc ce vaccin se fait en 3 injections. Ouais. Donc la première injection, la première semaine, je me suis sentie un peu comme état grippal, fatiguée. La deuxième injection, j'ai eu des douleurs abdominales et pas bien toujours, comme si je rejetais le vaccin. Mais lors de la première injection, vous n'avez pas tout de suite vu le lien avec le... Si on en a parlé, et les médecins n'ont pas fait le lien ou n'ont pas voulu le faire. Donc du coup, j'ai continué les injections, même si non, je voulais arrêter après la première. Et après la 3e injection, la semaine qui a suivi, j'ai perdu connaissance, une perte totale de connaissance, et j'ai jamais fait ça, et j'ai jamais refait ça. Alors aujourd'hui, quel est votre état de santé? Du coup, en fait, donc après le vaccin là, j'ai eu la mononucléose. Et en fait, c'est comme si je l'avais toujours. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais. Donc voilà, j'ai un état de fatigue constant, permanent. Et douleurs musculaires, articulaires, problèmes de concentration, tout ce qui est lié à la fatigue en fait. Et ce qui vous empêche de suivre vos études actuellement? Vous avez dû arrêter d'aller à la fac d'anglais et de travailler chez vous par correspondance. Je fais une formation à distance. Alors comment avez-vous découvert que vos problèmes de santé étaient liés au Gardasil? Alors vous le dites, vous avez eu le sentiment dès le début, mais quelqu'un a dû expertiser votre cas pour faire le lien officiellement? Oui, alors du coup, j'ai consulté plusieurs médecins en Bretagne et j'ai trouvé par Internet une jeune fille qui avait exactement les mêmes symptômes que moi. Donc on a parlé, c'est Oriane Lechu. Et ses parents étaient tous les 2 médecins, donc eux ont vraiment l'ont cru. Plus que d'autres médecins, quand c'est la maman ou le papa, on sent quand il y a vraiment quelque chose. Et donc là, ils ont remis en cause le vaccin directement et ils m'ont dit d'aller à Créteil, l'hôpital qui était capable en tous les cas d'expertiser votre... Voilà, où il y avait des recherches contre les vaccins, mais tous les vaccins en général, c'est contre l'adjuvant qu'il y a dedans, c'est l'aluminium. Alors c'est l'aluminium pour vous qui pose problème. C'est pour ça que vous avez... Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de porter plainte. Comment s'est fait la démarche? Donc en fait, le problème, c'est que l'aluminium, il y a pas mal de personnes comme moi qui sont prédisposées génétiquement à ne pas l'éliminer. L'aluminium, il faut peut-être que j'explique à quoi il sert dans les vaccins. Donc c'est un adjuvant dans quasiment tous les vaccins qui sert à créer une réaction immunitaire. Et après, toute personne normale l'évacue. Mais vu qu'il crée une réaction immunitaire, c'est que le corps ne l'apprécie pas forcément. Donc, voilà.
Et mon corps ne le rejette pas. Enfin, il le garde et il se propage. Et il peut même augmenter en quantité parce qu'il y en a dans tous les produits qu'on retrouve aujourd'hui, dans tout ce qui est cosmétique, nourriture, tout. Vous, ce que vous voulez avec votre plainte, c'est retirer l'aluminium, en fait. C'est un message par rapport à l'aluminium. C'est pas le vaccin lui-même, c'est ça. L'aluminium, donc, qu'il y a dans les vaccins, parce qu'en fait, il y avait un autre adjuvant avant, c'était le calcium, qui ne crée quasiment aucun effet secondaire. Et donc le Gardasil, il y a quand même énormément d'effets secondaires. Il est sorti sans avoir été testé. Donc on est un peu les cobayes. C'est un peu triste quand même pour des jeunes filles de se retrouver malades avant de pouvoir faire... Et malheureusement, en plus, votre plainte a été classée sans suite comme celle des autres. Est-ce que vous allez continuer à vous battre? Oui, on continue. C'est quoi la suite? On continue les démarches juridiques. On reporte plainte, on continue à se battre. On sait que c'est contre un géant, c'est Sanofi quand même. Donc voilà, c'est lui d'ailleurs qui a financé les recherches pour le tribunal, prouver que le vaccin n'avait pas d'effet particulier. Voilà. Bon courage en tous les cas, Nadège, et merci beaucoup d'être venue en parler sur notre plateau. On rappelle que le cancer du col de l'utérus concerne 3000 Françaises chaque année et qu'1 millier en meurent. Alors à défaut de vous faire vacciner, pensez à vous faire dépister régulièrement. Et tout de suite, direction les Côtes d'Armor, où un agriculteur expérimente depuis cet été la première riziculture bretonne. Alors l'idée peut sembler saugrenue et pourtant elle n'est pas si irréaliste que ça. Reportage à Évran, près de Dinan, avec Anne Burlot. Alexandre Rey, c'est un touche-à-tout. Il élève des poules, des chèvres et des cochons. Il cultive du safran et depuis peu, il s'est lancé dans la riziculture. L'année prochaine, on aura une belle récolte. Ça, c'est nickel. Sur son terrain, aux portes de Dinan, il expérimente 5 espèces de riz différents, des souches françaises, italiennes ou asiatiques. Une idée à première vue saugrenue. On est en pleine déclaration, tout le monde parle du réchauffement climatique. S'il y a réchauffement climatique, les zones humides en Bretagne, le climat, pourquoi pas le riz? Je ne sais pas du tout si la terre bretonne est propice à la culture du riz. Ce que je sais, c'est qu'il ne tente rien à rien. Il a tenté et il est sur le point de faire taire ceux qui lui ont ri au nez, puisque les graines qu'il a semées sont devenues de belles plantes 4 mois plus tard. Son initiative suscite aujourd'hui beaucoup de curiosité. Donc cette année, c'est sûr, on n'aura pas de récolte. Mais par contre, par ce biais-là, on prouve que dans notre chère terre bretonne humide, on peut planter du riz. C'est de valoriser nos zones humides, pouvoir les exploiter. Tout à fait. Loin d'être isolé, cet autodidacte est encouragé par la population. Et plusieurs spécialistes suivent avec intérêt son projet. Derrière moi, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des gens qui me soutiennent et qui me font avancer dans notre plantation. Et qui disent, oui, tu vas y arriver. Donc, j'y crois. Défenseur d'une agriculture indépendante et saine, cet ancien brodeur de la haute couture souhaiterait que cette expérimentation fasse des émules. J'ai fait le premier pas de la riziculture en Bretagne. D'autres suivront, d'autres se battront comme je me suis battu et d'autres réussiront comme moi. Alexandre est confiant. Si tout va bien, d'ici 3 ans, en plus des traditionnels produits locaux, on pourra acheter du riz made in Bretagne. De 1840 à 2004, des milliers d'hommes et de femmes ont travaillé aux ateliers de l'Arsenal à Brest pour construire des bateaux militaires. À l'heure où ce bâtiment des Capucins fait peau neuve, la réalisatrice Marie-Elia nous replonge dans le passé avec des témoignages de ces travailleurs, constructeurs des géants des mers. Elle est notre invitée. Alors Marie-Elia, qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui vous relie au plateau des Capucins pour que vous y ayez créé un documentaire? Alors au départ, ce qui me relie aux Capucins, c'est le travail d'une jeune ethnologue brestoise, Céline Angot, qui avait recueilli vers 2007-2008 les témoignages des anciens des Capucins. Elle avait fait une 30aine d'heures d'enregistrement sonore. Donc moi j'ai eu connaissance de cette matière, comme j'aime bien, je me suis intéressée plusieurs fois à la mémoire ouvrière. Je me suis dit qu'il y avait matière à faire un film. En plus, quand j'ai vu les portraits qu'avait fait Mathieu Le Gall de tous les anciens ouvriers du plateau, en photo, je me suis dit, bon, effectivement, il y a matière à faire un film en mixant les deux. Donc, il me restait à faire les plans du site actuellement. Enfin, on a tourné en avril 2014, donc les ruines, en fait.
Mais la matière était là, quoi. La matière était là. Moi, j'étais comme les ouvriers de l'Arsenal face à un gros morceau de tôle. Et il fallait que je tape dessus pour le façonner et en faire un film, quoi. Alors, on regarde tout de suite la bande-annonce de votre film Oh My. Tu arrives là-dedans sans y être préparé, le choc est rude. On te donne une ration de savon noir, un bleu de travail et un note de fatigue. Un héritage du bagne. Ton bleu est taillé pour un homme faisant 3 fautes à corpulence. On te fait sentir que nous, ici, on en a bavé. Et que toi, tu dois commencer par rechier et faire les boulots les moins nobles. C'est normal. Faut prouver que vous valez le coup, que vous êtes capable de faire votre travail. Alors, on reconnaît la voix du chanteur Christophe Miossec, qu'on entend aussi, pas que dans la bande-annonce, dans le film également. Alors, vous avez retrouvé donc tous ces anciens témoignages, tous ces anciens qui témoignent. On entend aussi des femmes témoigner. On n'y pense pas souvent aux femmes du plateau des Capucins. Elles étaient minoritaires dans ces ateliers, comme elle l'explique. Et alors, vous qui avez réalisé Les Chevalières de la Table Ronde, un documentaire quand même féministe, vous avez dû être particulièrement touchée par ces témoignages de femmes? Les témoignages de femmes sont touchants parce qu'effectivement, elles sont très déterminées. Elles se sont coltinées à un monde très masculin qui leur a pas fait de cadeau. Elles n'étaient pas au départ les bienvenues dans l'Arsenal. Hein, Salut Vagin quand même, hein, quand les hommes rentraient pour appeler une femme. Donc, mais elles ont fait leur place, elles ont réussi à prouver qu'elles avaient les mêmes compétences. Elles ont fait l'école d'apprentissage. Enfin bon, petit à petit, elles avaient déjà travaillé, les femmes, pendant la guerre. Les hommes étaient au front. Dès la guerre 14-18, il y a des photos où on voit des femmes travailler à l'artillerie. Donc il y avait déjà eu des femmes, et c'est vrai que les métiers les plus durs, comme charpentier-tôlier, il n'y en avait jamais eu. Je crois que la première, elle le dit dans le film, c'est en 78, Odile Tanguy. Sacrée bonne femme. Ouais. Elle a fait, hier, je voyais des images du porte-avions Charles de Gaulle, et cette nana-là, elle a tracé le 12e bloc du porte-avions, enfin pas toute seule, mais enfin quand même... Elle peut être fière. Elle est fière, ouais. Alors, ce sont des gens qui ont passé toute leur vie, hein, souvent aux Capucins. C'était vraiment une carrière là-bas. On y rentrait très jeune, comme apprenti. Du coup, on sent un fort sentiment d'appartenance au lieu, hein, de tous. Et en même temps, tous étaient syndiqués et n'hésitaient pas à aller en grève. Des grèves suivies généralement par 90% des salariés. C'est incroyable, ça, Marie-Elia. Ouais, c'était le bon temps, quoi. Non, mais c'est vrai que c'était très corporatiste. Enfin, ils le disent aussi dans le film. Ils rentraient au centre d'apprentissage à 13 ans. Ils étaient fabriqués maison, donc ils étaient camarades entre eux avant même d'avoir Karl Marx au-dessus de leur tête, quoi. C'était pas. Donc il y avait une grande solidarité, et c'est vrai que les mouvements. La CGT a été un syndicat très très fort à l'Arsenal, et que c'était suivi. C'était pas bien vu de ne pas être syndiqué, quoi. Ouais. Être un jaune, c'était vraiment. Et c'était souvent presque de père en fils aussi qu'on rentrait à l'Arsenal, et si le père était syndiqué à la CGT, on prenait la CGT, si c'était à la CFDT, il allait à la CFDT. Enfin, ça se transmettait aussi, le syndicalisme. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tous ces témoignages, Marie? Moi, c'est l'amour du travail qui, au bout d'un moment, parfois me submerge un peu, parce que j'ai du mal à comprendre à ce point-là une telle dévotion au Dieu travail, quoi. Donc parfois, ça m'inquiète un tout petit peu. En même temps, c'est très respectable, mais c'est assez effrayant en même temps, quoi. Ils étaient vraiment dévoués à leur métier. Ils étaient dévoués à leur métier, contrairement à tous les clichés, les ouvriers de l'Arsenal, les mains dans les poches et tout ça. Non, ils étaient vraiment dévoués à leur métier, et ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Fiers de ce qu'ils faisaient. Dans la rencontre avec la jeune génération qui se forme actuellement au lycée Vauban, et que vous rencontrez aussi dans le film, ils se forment en soudure, en métallurgie. Qu'est-ce qui vous a surpris? Est-ce que vous trouvez justement qu'il y a des rapprochements entre ces jeunes et les témoignages, ou au contraire, c'est vraiment autre chose, on est passé dans une autre mentalité? C'est autre chose, mais ils sont fiers aussi de ce qu'ils font. Ils sont fiers d'être dans ce lycée, ils sont fiers de leur boulot. Il y a des relations, enfin moi j'ai juste suivi quelques cours, mais il y avait l'air d'y avoir une bonne entente entre les élèves, ils s'aident les uns les autres. Il y a beaucoup d'anciens de l'Arsenal qui sont devenus professeurs aussi dans ces écoles-là. Après, les métiers sont plus pareils, quoi. Non, ça évolue. Là, maintenant, ils vont aller sur les plateformes pétrolières, ils vont... Benjamin. Parmi les élèves là actuellement, ils sont nombreux à avoir des parents ou à avoir eu un père, un grand-père qui travaillaient déjà à l'Arsenal? Dans ceux que j'ai rencontrés, non, il n'y en avait pas beaucoup, quelques-uns. Mais très très peu, ouais. Non, c'est une voie un petit peu... Au départ, c'est des CAP, BEP, Bac Pro, donc c'est pas forcément la voie royale des études. Mais c'est en tout cas des gamins qui ont l'air très heureux dans ce qu'ils apprennent. La passion est toujours là en tous les cas. Oh My, vous pouvez le découvrir ce vendredi 6 novembre à 18 h au Cinéma Les Studios à Brest, et à partir du mois de janvier sur TBO. Merci beaucoup Marie-Elia. Et après avoir parlé du passé du plateau des Capucins, place à son avenir avec La Brève de chambre.
Salut! En ce moment, ça s'active au Capucin. Pour l'instant, c'est un chantier interdit au public. En ce moment est entreprise la construction de l'IOC. Cet endroit, accessible par le premier téléphérique urbain de France, regroupe des organes clés de la cité. Brest Métropole Océane se réinvente. Dans un cadre exceptionnel avec des perspectives économiques, le projet des Capucins. Il s'agit d'un projet global de rénovation urbaine et d'amélioration de l'ensemble du quartier de Recouvrance. Recouvrance, un quartier de centre-ville qui vous accueille. Recouvrance, un quartier à vivre. Un sens de la convivialité estampillé Yannix. Hein? Les Capucins Nouvel Horizon est un projet global avec un emplacement stratégique, un accélérateur de projet, un ancrage pour l'économie. Sur la grande place publique, nous pourrons initier, concevoir, flâner, se balader, s'amuser, apprendre, se remémorer, contempler, rayonner, rêver à 360 degrés, créer du lien, s'activer, bouger selon vos envies, prendre l'air sur le cours Aimé Césaire, se relaxer dans les jardins suspendus, vivre au vert, refaire le monde autour d'un café, s'ouvrir sur le monde, se créer un monde. Partager, se divertir, bouger, écouter, regarder, vibrer sur la scène des ateliers, se détendre, s'informer, bouquiner, découvrir en s'amusant. Investir la ville, voir plus loin, grandir ensemble. Prendre de la hauteur, se rassembler sur l'esplanade de la fraternité. Des atouts majeurs, un balcon sur la mer, une fenêtre ouverte sur la rade, une aire de jeu pour s'aérer, la détente. La médiathèque, numérique et ludique, ouverte et conviviale. Découvrir en s'amusant sur un mode doux. Les Capucins Nouvel Horizon, un lieu ouvert à tous et à toutes. Entrez en vibration, que le spectacle commence. N'oubliez pas d'être formidable. Marie-Elia, ils portent quel regard, les anciens des Capucins, sur la rénovation actuelle du plateau? Ah, ils suivent, puis ils participent aux portes ouvertes et tout ça aussi. Non, ils suivent. Ils sont contents de voir que le lieu va perdurer d'une autre façon, ouverte au public. Ouais. Merci en tous les cas. Tout de suite, on retrouve Benjamin, c'est l'heure de l'instant web. Alors comme ça, le web a parlé de météo cette semaine. Ouais, c'est incroyable. C'est étonnant, c'est fou. Parce que bon, je vais apprendre à personne que la météo est un sujet de préoccupation majeur en Bretagne, pas seulement parce qu'il n'y a plus de saison, ma bonne dame, mais aussi parce qu'on est très injustement supposé vivre sous un déluge permanent au milieu de rafales à 800 km/h matin et soir, emmitouflés dans nos cirés jaunes. Bon, bilan, dès qu'il fait beau, il aura échappé, je pense, à personne qu'il a fait assez beau le week-end dernier, en début de semaine. Le web breton ne parle que de ça. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la page Facebook du Télégramme, les différentes publications consacrées au beau temps, c'est 500 000 vues. Ouais, c'est pas mal. En gros, c'est 50 fois plus que la campagne des régionales qui vient de commencer. Sans vouloir dire du mal de la campagne des régionales, bien sûr. Sur Twitter, c'est pareil. Il y a eu des dizaines de photos accompagnées de commentaires ironiques du type en Bretagne, il pleut tout le temps. Temps de Toussaint en Bretagne, ou 1er novembre en Bretagne à chaque fois. Magnifique soleil. Comme quoi, bon, il doit y avoir un petit goût de revanche à prendre, hein, mais on ne le dira pas trop fort. Même les visiteurs semblent étonnés qu'ils postent des merci la Bretagne pour prouver que oui, c'est possible. Alors le problème, mais ça reste entre nous, c'est que ça dure pas très longtemps. Oui, on peut le constater aujourd'hui même d'ailleurs. Ça nous amène à l'autre actualité du mois, à savoir, on en parlait, les régionales. Parce que les militants des différents camps nous abreuvent sur Twitter de leurs photos de distribution de tracts sur les marchés, dans les rues, etc. Alors le week-end dernier, quand on peut le voir ici à Quimper, c'était super, hein, passant décontracté, lumière, température agréable. Bien. Le problème, c'est que si on en croit les prévisions, ça va être plutôt moins fun dans les jours à venir. Hein. Des chalands pressés, trempés, cachés sous leur parapluie, l'affluence en berne, des tracts détrempés. C'est là qu'on va voir lesquels des militants sont vraiment motivés. Alors en même temps, si on estime que derrière chaque militant se cache un élu en puissance, autant qu'il s'y prépare, l'exemple de notre actuel président de la République montre qu'accéder aux plus hautes responsabilités de l'État n'est pas vraiment une garantie contre les éléments. Est-ce que c'est pour s'en prémunir qu'il a choisi de s'abriter inopinément chez Lucette la semaine dernière dans le Nord? On ne sait pas, mais l'opération de com, ce qui est sûr, elle a complètement raté à l'époque de l'info en continu et des réseaux sociaux où chez chacun est à la fois journaliste, éditorialiste, polémiste et tout ce qu'on voudra en liste. Les grosses ficelles ont été repérées assez vite et on a appris en quelques jours que tout avait été préparé par les autorités, la visite bien sûr, mais aussi le ménage, les fleurs, les chaises, le café et même les thèmes abordés. Bilan d'opération, un bon coup de vent médiatique, une averse de moquerie sur les réseaux sociaux,
peut-être que finalement, il fallait mieux affronter la vraie pluie. Ce sera pour bientôt, à mon avis. Oh non, pas tout de suite. Merci Benjamin, vous êtes notre rayon de soleil de la semaine dans l'Instant T. Merci beaucoup à tous les quatre, en tous les cas, d'être venus ce soir sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.